Alors, on peut peut-être parler également comme on a la chance d'avoir des planches techniques. Tu as parlé tout à l'heure de la date, peut-être. Oui, je sais pas si c'est... voilà. Alors, en fait, là, ici, sur cette planche-là, on a la cascade de pignons, d'engrainement dont j'ai parlé tout à l'heure, avec, en fait, ici, les 3 vis qui viennent tenir le rotor, qui est monté sur roulement à billes. Donc, la partie centrale est fixe, elle est vissée au pont. Et donc, le rotor tourne. En dessous de la partie hachurée, il y a une roue dentée. Et ce qu'on voit ici, on voit ici le module des pignons, là, sur ces petits traits, qui vient engrainer sur ce rouage-là, puis en dessous, sur cette cascade, pour arriver, in fine, au barillet. Alors, on a ici le mécanisme de date à saut instantané. On voit ici le bras qui vient, c'est le sautoir en fait, qui vient caler la date, qui vient la retenir. Et puis on a ici ce mécanisme-là, qui est justement un mécanisme précontraint avec ce ressort rouge. Et quand en fait, donc il y a une tension permanente sur le doigt de date ici qui est en rouge. Et puis à un moment donné, en fait, il y a un peu comme une queue de détente sur une arme à feu. On vient libérer le mécanisme et en fait, ce bras-là, il vient tout simplement pousser le mobile qui va faire bouger le disque. Et le sautoir ici va le retenir au cran suivant. Voilà, c'est tout simple en fait. C'est entraîné par la roue de centre qu'on voit ici. Et puis donc cette roue ici qui est la roue du dateur, elle a une lumière qu'on voit ici et qui permet justement progressivement de faire bouger le doigt. Et puis à un moment donné, il est libéré et la force du ressort en fait permet de faire bouger le disque rapidement. Alors il y a autre chose qui peut être vue. Alors là ici on a une vue du remontoir sur le L'1, c'est un remontoir très compliqué. Il y a beaucoup de pièces par rapport à un remontoir normal et on peut le ressentir à la manipulation, que ce soit la démultiplication ou la modulation des pignons. En fait, il y a beaucoup de pignons par rapport à d'habitude. Traditionnellement, sur un remontoir, on a ici un renvoi, ce qu'on appelle un renvoi, et un intermédiaire, et on est directement sur la partie roue des heures. Et ici, en fait, on en a 3, avec un baladeur. Et ça, c'est vraiment typique du L'1, où ils ont rajouté une couche supplémentaire, on va dire. Alors, on peut aussi balayer autre chose. Alors là, c'est pareil, comme on est sur de la haute fréquence, sur du 36 000, on a une roue d'échappement qui a 2 fois plus de dents qu'une roue d'échappement à 18 000. Ça se voit, on a une roue avec plein de petites dents. On va rebalayer autre chose. On peut aussi parler justement de la remise à zéro, qui est un petit peu particulière. Alors, c'est un mécanisme à roue à colonne, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais le fait que ce soit un roue à colonne, c'est aussi gage de qualité, c'est grosso modo la solution la plus luxueuse pour faire un chronographe. Donc la roue à colonne gère le départ, arrêt, remise à zéro du chrono, c'est la partie commande du chronographe. Donc on fera certainement plus tard un jour une vidéo là-dessus. Un petit peu plus explicative. On va renvoyer nos petits observateurs vers cette vidéo qu'on fera dans le futur. Mais donc on va pas s'étendre maintenant là-dessus. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que la roue à colonne, c'est la partie commande du chronographe. Et c'est la solution la plus luxueuse, la plus aboutie. Donc cette roue à colonne, elle vient déclencher ou pas le mouvement de certains mobiles. Et ce qu'on a en fait, si on note ce pont, le pont de chronographe qui est ici, on découvre ceci. Et on a ici en fait cette pièce là en banane qui a un sautoir, un petit ressort, et en fait on voit ici un petit téton qui se déplace, qui est ici dans un creux, et ce téton il va se déplacer, il va passer du creux jusqu'à l'extrémité du sautoir. Alors voilà, on est là. Et en fait, ce petit téton, il est solidaire du marteau de remise à zéro. Et en fait, l'effort qu'on va avoir
dans le poussoir pour remettre à zéro, il va directement être corrélé avec donc la montée en effort qu'on a quand on appuie dessus va directement être relié en fait au glissement de ce téton qui va passer de ce creux jusqu'à l'extrémité de ce ressort. Ce qui fait qu'on a un chronographe avec une manipulation relativement douce, assistée, puisqu'en fait quand on appuie sur le poussoir de remise à zéro, on appuie sur ce bras, ce levier, hein, le poussoir vient appuyer ici sur cette zone là, donc on a un bras de levier qui est à peu près allez, grosso modo on va dire de 1,5, hein, puisque là on appuie ici, la rotation de la pièce se fait là et ce bras va venir taper sur le marteau de remise à zéro. Le marteau, donc il est ici, hein, c'est la pièce qui est foncée, qui est en petit pointillé noir. Donc quand elle est en position chronographe enclenché, le téton du marteau est dans le creux. Là on peut pas remettre à zéro parce qu'on a la roue à colonne qui l'empêche de se déplacer, sachant qu'elle pivote autour de ce point. Et si on arrête le chrono, la roue à colonne du coup se décale d'une dent de commande, la partie inférieure, les dents qui sont dissymétriques. Et la partie tulipée du coup se retrouve dans le creux, et là on peut appuyer avec la petite flèche sur le bras de remise à zéro, et on va venir en fait déplacer tout ce marteau autour de ce point, et il va venir taper sur les cames. Et sur chacune de ces roues, il y a une aiguille. Ici, c'est la seconde centrale. Ici, c'est le totalisateur des minutes. Donc, quand on vient appuyer là-dessus, en fait, on sent une grosse montée en effort dès le début. Parce qu'en fait, on passe de ce creux ici, là. En fait, il faut sortir du creux. Donc, pour avoir le déplacement sur cette petite pente-là, en fait, on sent la montée en effort. Et passer cette petite bossette, on va sentir que l'effort va diminuer graduellement. C'est ça qui est agréable justement. On n'a pas une chute d'effort colossale où on a l'impression que ça accrochait et puis que d'un seul coup l'effort il est évanoui totalement. Non, parce qu'en fait comme c'est une lame flexible, passer la petite bossette, cette petite lame va exercer un effort sur le petit téton, et nous en plus en continuant d'appuyer on va accompagner, donc on va être accompagné, on va être assisté par cet effort là, et on va gentiment glisser le long de cette courbe. Donc on va sentir un effort qui chute légèrement, et puis plus on appuie, plus il s'amoindrit, et on va avoir la remise à zéro qui va se faire gentiment. Donc ça c'est une caractéristique du El Primero, la montée en effort qu'on a à la manipulation est directement liée à cette pièce là, à sa flexibilité. Donc en vieillissant elle va certainement avoir une flexibilité qui diminue, donc on va, selon le chrono, s'il est comme neuf ou s'il a eu beaucoup d'heures de vol au compteur, on va peut-être avoir une différence de ressenti, mais grosso modo, oui, tout le ressenti lors de la poussée aux remises à zéro vient de cette pièce. À ces caractéristiques, il y a plusieurs sortes de remises à zéro. Il y a des chronographes où on vient simplement, comme sur la Speedmaster, lâcher un verrou, et puis il y a un gros ressort qui est tout le temps bandé, qui vient pousser sur le marteau, et bam, voilà, on n'a rien à faire, on fait que finalement déclencher une gâchette. Il y a la même chose sur normalement, si ma mémoire est bonne, sur le Zenith 143.6. Et là ici non, c'est quand même le porteur qui vient appuyer, faire la mise en effort, il est assisté par cette pièce. Voilà, ça c'est une petite caractéristique technique relativement intéressante, hein, qu'on peut ressentir, disons, en tant que porteur. Voilà, ouais. Okay. En tant que porteur, disons, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, et on peut avoir l'explication technique du ressenti qu'on obtient. Ok, donc grande fiabilité pour ce chronographe, mais est-ce que tu as eu déjà l'occasion d'avoir un mouvement Zenith El Primero à réparer sur une pièce qui a été défectueuse? Oui, alors j'avoue que j'ai eu un peu de tout sur les El Primero. Grosso modo, je dirais quand même, avec le recul que j'ai, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'années de maintenance horlogère et de restauration, que s'il faut acheter un chrono automatique, pour moi c'est celui-là ou rien. C'est-à-dire que ça reste pour moi le meilleur chronographe automatique du monde. Ça a été le premier, mais c'est toujours le meilleur aujourd'hui. Ça n'engage que moi, mais c'est mon point de vue de réparateur. Pourquoi ? Parce que ça a été très bien conçu à la base. D'ailleurs, aujourd'hui, sur les El Primero 9, on n'est plus sur le 3019 PHC. La référence a changé. C'est le 400 ou 400Z. Il s'appelle autrement. Mais il y a juste
une seule pièce qui change en fait, qui a un petit plan écho, pour gagner un peu de sous. C'est-à-dire que c'est cette pièce-là en fait, le sautoir du compteur des minutes qui n'est plus tout à fait pareil. Là on a une pièce avec un axe et une pièce tournée qui est en boîte, qui est chassée, etc. Sur la version moderne du El Primero, au lieu d'avoir cette pièce-là qui vient appuyer sur cette roue, non, pas sur celle-là, pardon, la roue ici du totalisateur des minutes qui est là, en fait, elle est un peu comme le disque de date, elle est ergotée par cette pièce qui vient en fait se mettre entre les dents. Et ici, on a un ressort. Et en fait, sur la nouvelle, sur l'évolution actuelle du El Primero, il n'y a plus cette pièce compliquée, il y a directement un sautoir qui est une lame souple pliée qui coûte beaucoup moins cher à faire. Mais sinon, à part cette pièce-là, c'est toujours le même mécanisme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un gage vraiment de longévité, de fiabilité. Quand une conception des années 60, pour sortir en 69, c'est bien que ça a été conçu dans le milieu des années 60 et qu'ils ont accouché de ça à la fin des années 60. Mais une conception des années 60 qui est toujours produite aujourd'hui, si c'est pas une bonne conception, je sais pas ce que c'est. Parce que franchement, c'est la preuve que le truc est super bien né, forcément. Donc pour moi, voilà, l'autre chrono qui serait intéressant à acheter, mais qui n'est pas un chrono à roue à colonne, c'est justement le Heuer-Buren Breitling Hamilton, le chronomatique, qu'on retrouve sur les Heuer Monaco, sur les Breitling chronomatiques, sur plein d'autres chronos de Heuer, le Silverstone, etc. Celui-là aussi, il est intéressant, mais il n'y a pas de roue à colonne, donc en termes... C'est la principale différence avec... Oui. Okay. Alors, il est, en fait, la différence quand même majeure, c'est que le chronomatique, il a déjà une couronne à 9 heures. Donc, au lieu d'avoir la couronne entre les poussoirs ici, on l'a là, donc ça peut être, pour certaines personnes, moi compris, ça peut être désagréable à porter, d'avoir une couronne qui vient accrocher à l'avant-bras, en fait. Il a un intérêt technique, c'est qu'il est, pour les personnes qui aiment bien un petit peu avoir des montres avec des solutions techniques différentes, qui s'intéressent à ce qu'il y a dedans, il y a un micro-rotor comme sur les Universal Genève, les Paul Reuter notamment, il y a ça, et on a en fait un chronographe avec un module de chrono qui est en sandwich, justement qui vient coiffer la partie mécanisme horaire. À savoir que ici donc on a une solution technique avec un classique d'une montre automatique avec un rotor à 360 degrés qui vient en fait coiffer par-dessus, comme on va dire 99% des montres automatiques ont ça. Mais la solution adoptée par le chronomatique, c'est que justement, pour pas avoir à gérer ce rotor qui viendrait au-dessus du chrono, eux ils ont mis un micro-rotor, donc ils ont fait de la place sur la partie minuterie d'une montre normale. Ils ont dégagé de la place pour le micro-rotor et du coup ils ont pu venir greffer un module chrono un petit peu, je vais dire conventionnel, par-dessus le mouvement horloger horaire classique. Donc c'est deux philosophies différentes et il n'y a pas de roue à colonne, ce qui en fait que c'est un mouvement à cam qui fait la partie commande ne fait pas un tour complet, elle fait des va-et-vient entre position arrêtée, position en chrono en marche, quoi. Ça fait que des va-et-vient, donc au bout d'un moment ça s'use puisque ça passe son temps toujours sur la même piste entre je suis sur le haut de la cam, je suis sur le bas de la cam, je suis sur le haut, je suis sur le bas, etc. Donc l'usure, elle peut se faire sentir plus rapidement. Plus fragile. Voilà, parce qu'une roue à colonne, en fait, comme on a 7 ou 9 colonnes, en fait, on passe son temps à bouger entre je suis sur le creux d'une colonne, je suis sur le haut d'une colonne, je suis sur la suivante, etc. Donc du coup, l'usure est divisée par 9 ou par 7 si on a 7 ou 9 colonnes. Voilà. C'est ça l'intérêt d'une roue à colonne, notamment. Ça fera l'objet d'une prochaine visite, voilà, et d'un prochain échange autour de la Heuer Monaco. Avec grand plaisir. Voilà, ouais, c'est un bon sujet de vidéo, exactement. Très bien. Alors on peut parler de la boîte aussi, donc cette montre, ici donc on a les deux exemplaires pour terminer. À mon avis on a quand même bien fait le tour. C'est que au fil des années elle a évolué et donc on a deux boîtes différentes. Celle-ci qui est la première version en bois, qui est un bois teinté, couleur un petit peu acajou, et avec une finition sympa, donc il y a une dorure, une fausse dorure zénith ici sur le dessus, et on a un intérieur qui est en espèce de daim, de nubuck. Là on a quelques maillons d'avance, je dis quelques mais il y en a vraiment énormément. Donc ça c'est la petite étiquette d'époque qui était sur le bracelet, donc c'est toujours sympa d'avoir ça. Donc là c'est pareil, on a la petite brochure qui est en italien. Alors, cette montre, d'après ce que j'ai pu lire, elle a été limitée, c'est une série limitée à 3000 exemplaires.
Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Et là, on a donc celle-ci, il y en a eu pas mal de vendus en Italie. Donc là, le livret d'instruction est en italien. Donc ça décrit la manipulation de la montre en fait. Ici, on a une pilote pour illustrer. C'est une autre version de la Primero qui a été vendue. Et puis à la fin, on a une petite carte de garantie qui n'a jamais été tamponnée. Et donc on a une version plus tardive qui est ici. Alors on a toujours une sorte de cuivre retourné de nubuck ou de... Alors est-ce que c'est de l'Alcantara ou est-ce que c'est... À mon avis c'est plutôt de l'Alcantara. Mais il est plus à l'intérieur, il est à l'extérieur. À l'intérieur on a une espèce de sky. Il y a un petit gaufrage Zénith à l'intérieur du couvercle qui est sympa. Mais on est sur une boîte en plastique. Donc on a les coins en plastique, mais toute la structure est en plastique. Et on a la même chose, on a le même livret d'instruction qui est là. Voilà. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est sympa de l'avoir, mais d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément le même packaging. Je suppose évidemment que au début, quand le modèle est sorti, on a voulu faire les choses très très bien, on a voulu en mettre plein la vue, et puis petit à petit, une fois que la presse a regardé la montre, on a parlé dans les bouquins qu'il y avait la pub, donc on vient faire des plans éco et on passe à une version un peu moins coûteuse à fabriquer. Ce qui est un grand classique dans l'industrie. Et là aussi, on a une petite impression qu'on voit peut-être pas bien à la caméra, mais on a le logo de la marque et la marque indiquée au centre. Ce qui est également assez sympa. Ce qui le distingue d'un... On n'arrive pas à distinguer en vidéo. Mais... C'est tout, oui, c'est toujours assez compliqué. Alors j'ai pris aussi, parce que j'ai préparé un minimum le sujet, j'ai aussi amené sa petite sœur, c'est la XL-Tronic qui a exactement la même boîte, qui a un cadran également qui est tout acier, et index bâton, date à la même place, et qui est la même philosophie, le verre, etc., la bague, on a tout ça, mais on n'a pas de poussoir évidemment. Et c'est une montre qui était avec un mouvement à diapason, donc le fameux mouvement sous licence Bulova. Elle a le boîtier surf également, Elle a toujours une référence à coucher dehors, 01 00 80 500. Des références à radio. Voilà, exactement. On n'arrive jamais à retenir par cœur quand on a une mémoire qui n'est pas celle d'un éléphant. Et donc on a ici les deux bobines avec le diapason en dessous. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi super sympa. Voilà, donc je me suis dit, on va quand même faire voir ça, comme je l'ai dans mes tiroirs. Voilà, on a les deux sœurs et la cousine. Alors en termes de diamètre, on est dans les 37 mm pour ce modèle. Alors c'est là qu'on voit que justement l'écart de taille fait que on voit dans la place d'une montre 3 aiguilles, on arrive quand même à loger 3 cadrans sans aucun problème. Alors, ça c'est quand même une montre qui fait grosse au poignet. Et là, en fait, là, en comparaison, moi c'est ma montre presque de tous les jours. C'est une montre qui pose. Voilà. Donc pour moi c'est une taille. Disons pour une montre à porter régulièrement, c'est vraiment la bonne taille. Ça se marie avec tout. C'est ce qui lui apporte de la sobriété. Exactement. On peut la mettre avec un costume comme on peut la mettre. En tenue sportive, c'est une montre qui fait tout terrain, on va dire. C'est vraiment une montre très polyvalente. Voilà. Ok, Christophe. Bon. Est-ce que cet entretien a répondu à tes attentes? On a fait le tour, un peu de technique, un peu de quelques dates mythiques. Ouais. On a parlé aussi d'autres montres. En effet. La Heulière Monaco qu'on fera un grand plaisir aussi avec grand plaisir de présenter. En tout cas, merci beaucoup. De belles documentations, de belles montres, 2 boîtes différentes. Voilà, chers amis, c'est terminé pour cet épisode. S'il y a des montres qui vous passionnent, n'hésitez pas à nous le partager. On se fera un plaisir avec Christophe de mettre en place une prochaine revue. À très bientôt sur POH.